Bonjour Monsieur Bourlan. Bonjour. Vous avez pris la direction de France Terre d'Asile en novembre 2024. Quelle est votre vision pour l'association dans un contexte de débat sur l'immigration et qui est actuellement particulièrement tendu? Une vision qui se veut la plus objective, posée, apaisée. France Terre d'Asile, c'est d'abord une grosse association qui, depuis 50 ans, travaille pour bien accueillir les demandeurs d'asile, les réfugiés, qui a étendu son activité aussi sur l'accueil et l'accompagnement des mineurs non accompagnés, et qui travaille aussi dans les centres de rétention pour permettre aux personnes retenues d'accéder à leurs droits. Donc en fait, sur ces missions, on est devenu opérateur de service public, puisque effectivement, on répond à des appels d'offres, à des appels à manifestation d'intérêt de l'État, pour pouvoir accompagner les gens dans le cadre de service public, et c'est quelque chose qu'on revendique. On revendique le fait que l'État porte ses politiques publiques et les départements, et que nous, on est opérateurs dedans. Donc ça, c'est notre métier du quotidien. C'est plus de 1500 salariés France Terre d'Asile qui, tous les jours, travaillent auprès de personnes étrangères, demandeuses d'asile, réfugiés, mineurs non accompagnés, pour les aider dans leur arrivée, dans leur parcours sur notre territoire. Donc ça, c'est notre métier de base, mais néanmoins, depuis la création de France Terre d'Asile, il y a plus de 50 ans, France Terre d'Asile a toujours porté et a toujours apporté au débat public sa vision très terrain de ces sujets-là, très objective, et a toujours fait des propositions pour améliorer la politique publique de l'immigration. Donc moi, ça fait un an que je suis là et je m'inscris dans cette continuité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'ouvrir d'autres débats comme celui qu'on a ouvert dans notre dossier récent. Ok, on nous informe que France Terre d'Asile gèle près de 8500 places d'hébergement, principalement dans les CADA. Comment répondez-vous à la réduction annoncée de 6500 places d'urgence en 2025 et l'augmentation de besoins sur le terrain qui est palpable? C'est exactement ça, c'est-à-dire, en gros, en France, il y avait 120 000 places pour les demandeurs d'asile et les personnes réfugiées. L'année dernière, cette année en 2025, il y a eu la décision, dans le budget de l'année dernière, de réduire de 6500 places cette capacité. Or, on sait que déjà le dispositif est saturé. Ça veut dire qu'il y a déjà des personnes qui pourraient bénéficier d'un hébergement qui sont à la rue. Et cette décision de fermer 6500 places fait que la conséquence, c'est qu'il y a 6500 personnes en plus dans la rue, à cause de cette décision. 6500 personnes à la rue, très concrètement, c'est des personnes qui étaient hébergées, qui ne le seront plus. Ce sont des femmes, par exemple, on a fait récemment un travail, il y a notamment un festival avec les femmes exilées, ce sont des femmes à la rue, mettons à peu près à la moitié, puisqu'il y a à peu près la moitié de ces personnes-là qui sont des femmes, qui sont à la rue, donc qui sont dans des situations de précarité, de risque de violence pour elles, et donc de complexité dans leur parcours. Donc oui, on a essayé de lutter contre cette annonce de réduction budgétaire. On a nous-mêmes été touchés en tant qu'opérateur, puisqu'on a dû fermer plus de 150 places. Donc oui, non, c'est pas du tout une politique qui va dans la bonne direction, puisqu'on sait que bien accueillir les personnes, les héberger, les amener vers le travail, ça crée des parcours positifs, l'inverse crée des parcours négatifs. Pourquoi la réduction, c'est un choix ou c'est obligé? Les réductions, c'est pas nous qui décidons. En fait, nous, on est financé pour héberger les personnes. Et donc, quand l'État décide de réduire, parce que là, c'est l'État dans ce cadre-là, décide de réduire les financements et réduire les places, en fait, ce sont les préfectures, ça a été réparti sur le territoire, et les préfectures qui actent la fermeture de quelques places ici ou là. Et depuis votre arrivée, quel dispositif innovant, ou bien est-ce qu'il y avait déjà des dispositifs et mis en place récemment pour favoriser l'intégration des personnes, des demandeurs d'asile et réfugiés, par exemple, des projets culturels, tout ça? Ouais. Il y a beaucoup de projets France Terre d'Asile a toujours été très innovante et a beaucoup apporté avec pas mal de projets. Aujourd'hui, les projets nouveaux depuis 2-3 ans qui sont mis en place, ce sont les plateformes Agir. Les plateformes Agir qui permettent d'intégrer, d'accompagner les réfugiés sur deux grands enjeux, l'enjeu d'insertion par l'économique, l'enjeu du travail et l'enjeu donc du logement. Donc là, ce sont des plateformes qu'on pilote, qu'on gère et au plus près des personnes réfugiées pour aider, répondre à leurs besoins et les amener vers l'intégration la plus rapide possible.
Et dans ce cadre-là, on a mené un certain nombre d'actions innovantes, notamment pour les femmes. Par exemple, on sait qu'il y a des discriminations de fait. Apprendre le français, il faut pouvoir ne pas avoir les enfants avec soi. Or, la plupart des parties des femmes ont des enfants, et aller en cours de français, c'est une difficulté, puisqu'il faut trouver une solution de garde pour les enfants, ce qui n'est vraiment pas facile pour les personnes réfugiées. Donc là, dans un certain nombre d'endroits, on a pu organiser des gardes pour enfants, pour permettre aux femmes d'aller à des cours de français, pour permettre aux femmes éventuellement d'aller à un entretien d'emploi ou d'aller se former. Donc c'est ce genre de petits, qui sont des gros enjeux, qui permettent effectivement de tenir compte des besoins des personnes et d'essayer d'y répondre. Donc oui, on a un certain nombre de projets de cette nature, mais effectivement une approche genrée dans les parcours exilés, c'est un des enjeux qu'on porte actuellement, parce que la moitié des personnes réfugiées sont des femmes en France, et qu'elles subissent elles aussi des discriminations spécifiques, au-delà de la discrimination liées au fait qu'elles soient réfugiées, ce qui est quand même un enjeu important. Il y a des discriminations aussi genrées qui sont derrière, qu'on essaye d'accompagner. Vous avez alerté sur le coût budgétaire tout à l'heure, vous êtes revenu là-dessus plusieurs fois, qui entraîne une perte de chance à beaucoup de personnes. Vous avez donné un chiffre de plus de 500 et quelques personnes qui sont à la rue. Quelles conséquences concrètes observez-vous au sein de votre structure? En fait, alors nous on s'est organisé, on a dû effectivement fermer quelques places pour ces personnes, mais plus globalement, y compris c'est l'une des mesures qu'on a identifiées dans notre dossier. En fait, fermer des places dans le dispositif spécifique lié aux demandeurs d'asile, ces personnes-là, elles sont soit à la rue, soit elles essayent d'aller dans le dispositif du 115, de l'hébergement d'urgence classique, qui en fait est moins adapté à leurs besoins, puisque justement il n'y a pas d'accompagnement spécifique pour les demandeurs et demandeuses d'asile, et qui en plus coûtent plus cher, parce que c'est des structures un peu différentes et qui sont organisées de manière différente. Donc c'est typiquement une fausse bonne, vraiment, y compris sur le plan budgétaire, c'est vraiment une mauvaise mesure. C'est-à-dire l'État fait une économie sur la partie asile, mais ça va lui coûter plus cher sur la partie 115, hébergement d'urgence. Donc en gros, c'est même pas une mesure d'économie qui à terme va se passer, puisque les personnes, et d'ailleurs dans l'hébergement d'urgence, il y a un rapport des inspections générales des finances qui a montré qu'il y a 8000 demandeurs d'asile et demandeuses d'asile qui sont dans les hébergements d'urgence, alors qu'elles pourraient être dans les structures spécialisées pour l'asile, qui là encore, je vous dis, sont plus adaptées et moins onéreuses pour le budget public. Vous avez dernièrement présenté un rapport, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, d'un plan chiffré démontrant une politique migratoire plus humaine qui peut générer 3,3 milliards d'euros de gains annuels dans les finances publiques. Pouvez-vous nous expliquer un peu en détail les mesures clés de ce plan sur sa faisabilité réelle? Oui, tout à fait. Donc c'est un plan très faisable. En gros, c'est juste des mesures de bon sens qu'on a identifiées. On a analysé à partir de notre pratique terrain et puis analysé aussi avec un certain nombre de spécialistes du sujet. Donc on a 5 mesures. On aurait pu en mettre 6, 7, 8. Là, on a décidé de centrer notre propos sur 5 mesures. La première, c'est celle que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire héberger les demandeurs d'asile dans des structures dédiées aux demandeurs d'asile, celles qui existent, donc ne pas fermer des places. Ça rapporte, c'est beaucoup moins onéreux que de ne pas les héberger et que ces personnes-là aillent dans le droit commun ou aillent dans la précarité. Donc ça, c'est une première mesure qui a une petite économie autour de 14 millions d'euros, mais c'était vraiment pour souligner le fait que ce genre de mesure est inefficace, y compris sur le plan budgétaire. La deuxième mesure, c'est que vous savez que les demandeurs d'asile, ils n'ont pas le droit de travailler. Il faut qu'ils attendent 6 mois pour pouvoir demander l'autorisation de travailler. Alors qu'ils nous demandent une seule chose, les demandeurs d'asile, la plupart veulent effectivement être hébergés, bien sûr, mais aussi voudraient travailler. Donc là, l'idée, c'est de proposer aussi de permettre aux demandeurs d'asile et aux demandeuses d'asile de travailler. Et là, évidemment, ça fait tout de suite une économie pour le budget de l'État et de la sécurité sociale, puisque non seulement ils ne bénéficient plus de l'accompagnement public nécessaire pour l'hébergement, puisqu'ils gagnent un salaire, mais en plus, ils cotisent. Ils cotisent à la sécurité sociale, voire ils payent des impôts. Et donc voilà, ça, on a fait un calcul pour 25 000 demandeurs d'asile, ce qui n'est pas grand-chose, pas un grand nombre, pour 25 000 demandeurs d'asile qui travailleraient, le coût, l'économie, le gain pour les budgets publics serait autour de 140 millions d'euros par an. Donc, vous voyez, une mesure, là aussi de bon sens, les gens veulent travailler, doivent avoir le droit de travailler,
qui rapportent pas mal à l'État. Ensuite, on a travaillé, la troisième mesure, c'est sur les OQTF. Vous savez, les obligations de quitter le territoire français. La France, aujourd'hui, émet 130 000 OQTF par an, ce qui est énorme. C'est à peu près le tiers de l'ensemble des équivalents OQTF produits en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les fait de manière vraiment industrielle, automatisée, dans les préfectures. Y compris on les fait mal. Il y a une bonne partie des OQTF qui sont annulées en justice parce qu'elles sont justement mal élaborées. Et donc là, la seule réflexion qu'on s'est dite, c'est concentrons les OQTF, enfin évitons les OQTF qui sont mal faites, qui sont inutiles et qui sont faites de manière automatique. Et on a pris le chiffre de 20% d'OQTF en moins. 20% d'OQTF en moins, c'est 41 millions d'euros d'économiser, là encore, pour le budget de l'État, puisque c'est des coûts administratifs qui sont économisés. Ça, c'est la troisième mesure. J'en ai encore deux autres. La quatrième, c'est parler des centres de rétention, puisque vous savez, on met de plus en plus de personnes, et surtout de plus en plus longtemps des personnes en centre de rétention. L'idée, c'est encore de dire, concentrons les centres de rétention sur ce pourquoi ils ont été créés à l'origine, donc sur les personnes qui sont susceptibles d'être expulsées. Et en faisant ça, on n'a pas besoin de construire les nouvelles capacités qui sont prévues. Aujourd'hui, dans les budgets, sont prévues en 2026 et 2027 la construction de 1000 nouvelles places. Et 1000 nouvelles places par an, et on sait qu'il n'y a pas besoin de construire ces 1000 nouvelles places. 1000 nouvelles places par an, ça coûte 220 millions d'euros par an en moyenne. Donc ça aussi, ce serait une économie. Travaillons mieux sur... c'est à l'État de travailler mieux sur quel est l'usage du centre de rétention, comment ces centres de rétention puissent être utilisés efficacement, et on n'a pas besoin de construire une place. Là encore, c'est évidemment en premier lieu des drames humains qui sont évités, parce que souvent la rétention, ce sont aussi des drames humains. Et puis, voilà, c'est une économie pour l'État. Et puis la dernière grosse mesure, c'est celle qui a plus d'impact, c'est de parler de régularisation des personnes. Là encore, les personnes sans papier en France sont dans une situation de précarité. La plupart d'entre elles veulent travailler. Donc aujourd'hui, elles sont dans la précarité. Et la précarité a un coût. On se dit là encore, donner des droits à ces personnes, c'est évidemment pour elles quelque chose d'important et de déterminant. Elles rentrent dans une situation qui est beaucoup plus sereine, beaucoup moins précaire. Et notamment leur donner le droit de travailler. Premièrement, il y a plein d'emplois qui sont non pourvus et la France a besoin de main-d'œuvre. Deuxièmement, là encore, l'équation et le calcul qu'on a fait, là, il est très très important puisque on a pris l'hypothèse de 250 000 personnes qui se mettraient à travailler sur les à peu près 600, 700, 800 000 personnes sans papier. Si 250 000 personnes travaillent, eh bien le gain pour les finances publiques est de 2,9 milliards. Voilà. Donc ça, c'est la dernière mesure, elle est massive. Au total, ça fait plus de 3,3 milliards d'euros sur l'ensemble de ces 5 mesures. Comment l'État ou le gouvernement il a reçu ce rapport Ouais, je pense que c'est dans le débat public et on va continuer, nous, c'est notre métier, et puis tant mieux que vous le relayez, à le mettre dans le débat public. Il y a eu plusieurs types de réactions. Alors au niveau, on sait qu'on est dans une situation politique un peu compliquée, mais avec des instabilités gouvernementales et à l'Assemblée. Nous, l'idée, c'était pas que ça passe tout de suite dans le budget, là, immédiatement, parce que c'est des réflexions qu'il faut mettre dans le débat public pour que les gens s'en saisissent. Évidemment, ça a posé de problème à l'extrême droite, puisque là, on dit l'inverse de ce que essaye de faire croire. C'est-à-dire le message que l'immigration, en fait, est une chance, y compris économique. C'est exactement l'inverse de ce que veut faire croire l'extrême droite depuis des années. Par exemple, quand j'ai rappelé dans des débats que l'OCDE, qui n'est pas une organisation, je dirais, marquée pro-immigration, l'OCDE, donc une grosse institution, elle fait beaucoup d'analyses économiques et elle dit, pour la France, l'apport des étrangers sur la croissance entre 2003 et 2018 est de plus 1,02% en moyenne. Donc le fait qu'il y ait des personnes étrangères qui arrivent, ça apporte une dynamique de croissance. C'est finalement pas si compliqué que ça à comprendre, mais c'est vraiment ce qu'on essaye en face de ne pas faire savoir, en tordant les chiffres, en écrasant le débat public de fausses idées.
c'est vraiment des choses qu'on n'arrive pas à faire émerger dans le débat public. Donc ces propositions très concrètes, en fait, elles n'ont jamais été contestées sur leur chiffrage, mais elles gênent un peu. On voit qu'elles gênent et qu'en face, à l'extrême droite, il y a des tentatives de nous décrédibiliser, nous, au lieu de parler des mesures, et de faire en sorte que ces mesures n'émergent pas dans le débat public. Dans le reste du débat public, je pense que c'est des sujets qui vont commencer à mûrir petit à petit. On n'est pas les seuls en Europe, on est même plutôt à la traîne sur le sujet. Des pays voisins comme l'Espagne a une politique quand même active de régularisation, par exemple sur ce sujet-là. Et même des pays auxquels on ne s'attendait pas, comme l'Italie, avec à sa tête Madame Meloni, n'est pas dans justement commence à réfléchir, même à lancer une politique de régularisation d'un certain nombre de travailleurs. Donc oui, c'est une évidence qui va nous arriver et c'est pour ça qu'on souhaite mettre dans le débat public pour que ces idées, pour qu'elles émergent et débattent. Justement, vous parlez d'ailleurs de l'Europe, il y a une question d'ailleurs sur l'Europe. Comment jugez-vous la mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l'asile et exactement l'impact de ce pacte-là sur la France? Pour l'instant, on ne l'estime pas tout à fait. C'est-à-dire que ça va se mettre en place à partir de juin 2026. Nous, on souhaite être consultés et concertés sur les modalités de mise en œuvre de ce pacte-là au niveau de la France. On l'a été un tout petit peu par l'administration l'année dernière. On va continuer à l'être là bientôt sur la question des vulnérabilités, qui est un des enjeux importants dans la détermination de l'accès à la demande d'asile ou pas. Donc voilà, c'est un pacte qui va arriver, qui a plein de possibilités qui ne sont pas forcément très positives pour les questions migratoires, notamment la volonté de pouvoir externaliser aux frontières un certain nombre de contrôles et un certain nombre d'accès à la demande d'asile, donc avec des choix techniques et juridiques qui sont très compliqués derrière. Il y a un autre aspect qu'on défend, qui est justement le fait de ne pas pouvoir refuser ce qu'on appelle les conditions matérielles, c'est-à-dire le fait de refuser à des demandeurs d'asile la possibilité d'être hébergé. Ça, c'est finalement une des seules avancées. C'est cette possibilité-là. Il va falloir qu'on voit comment le gouvernement la traduit de manière effective dans le texte. Mais effectivement, c'est beaucoup de recul, notamment sur l'accès au droit d'asile, à la demande d'asile, sur les modalités, y compris d'accompagnement de tout ça. C'est beaucoup, un signe de recul. Et un tout petit élément positif qu'on va essayer de faire. Voilà. Donc on est dans l'attente de décisions qui seront prises, ou en tout cas qui vont devoir être prises entre aujourd'hui et juin 2026. On va aller un peu plus vite. Sur la perception de l'immigration, tu peux aller. Vous avez dénoncé la vision sécuritaire de l'immigration qui s'est imposée en 2024. Comment lutter contre cette perception et rétablir une approche plus humaine dans le débat public? Je pense en tout cas nous, notre rôle, comment on se positionne, c'est d'essayer de dire la vérité, de dire la vérité, c'est de dire la vérité des personnes. Je pense qu'il y a un enjeu de parler très concrètement des personnes, de leur parcours. Par exemple, il y a la question le mythe ce fameux mythe de l'appel d'air, qui est un mythe, comme si les personnes elles étaient persécutées chez elles, traversaient des déserts, elles passaient par la Tunisie, par la Libye, où il y a des risques d'exploitation, d'esclavage, etc. Elles prenaient un risque mortel de traverser la Méditerranée pour être accueillies dans des pays où quand même il y a un accueil qui n'est pas très accueillant, on va dire comme ça. Comme si ces personnes faisaient tout ce chemin pour avoir 7 € d'aide à la demande d'asile par jour. Enfin, évidemment, c'est très concrètement, en parlant de ces parcours-là, les gens, si on arrive à leur expliquer, comprennent que effectivement l'asile, c'est de l'honneur des pays signataires de la Convention de Genève de pouvoir accueillir ces personnes et les protéger par rapport aux persécutions qu'elles ont subies. Donc c'est vraiment dire la vérité des parcours, dire la vérité scientifique. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'immigration, que ce soit en économie, en sociologie, en anthropologie. Et les recherches qu'ils font sont très très éloignées de ce qui est dans le débat public, sur l'apport positif de l'immigration, alors que dans le débat public on essaie de faire croire que c'est l'inverse. Et puis donc sur des mesures très concrètes, là aussi, notre rôle c'est de les mettre en exergue, les mettre dans le débat public,
Et en fait, on s'aperçoit que les Français ne sont pas si rejetants, en tout cas ne correspondent pas à ce qu'il y a dans le paysage médiatique. Il y a peut-être 25-30% de Français qui sont sur une position de rejet fort des questions migratoires et des personnes immigrées. Mais le reste de la population française, en fait, si on leur parle très concrètement des choses, si on leur explicite la réalité des parcours migratoires, si on leur explicite aussi le fait que ça apporte de la richesse et qu'on prenne la richesse économique plutôt que ça coûte à la France, en fait c'est l'inverse, eh bien les Français en fait sont fiers de ça. Par exemple, on a travaillé et on sait que 64% des Français sont fiers de voir des parcours d'immigration réussis. Que 70% des Français trouvent qu'il est normal et que c'est l'honneur de la France de protéger des personnes qui subissent des persécutions dans leur pays. Donc en vrai, il faut leur parler de ces sujets-là pour que le débat change de nature. Et en parlant de sécurité aussi, que pensez-vous, François Dasil, qu'est-ce qu'il pense de quand il y a des groupes ou des médias qui s'associent, migration et sécurité, insécurité alors, oui. Surtout la migration venant du continent africain? Oui, bien sûr. Oui, c'est effectivement plus du continent africain spécifiquement. Bon, évidemment, là encore, la recherche démontre la falsification de ce genre d'études, de fausses études, où on assimile corrélation et causalité, en fait. Donc, il y a vraiment des visions très, très fausses de tout ça. Évidemment, il ne faut pas faire de lien entre migration et insécurité. Et dernièrement, il y a eu un tout petit message un peu moins négatif que d'habitude, puisque le ministre de l'Intérieur a lui-même dit « Je ne fais pas de lien entre immigration et insécurité ». Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien, c'est juste vrai. Et donc, il faut expliciter cette question-là. C'est compliqué d'expliquer parce qu'il faut entrer dans de la sociologie, dans de l'étude un peu longitudinale des personnes, et en fait c'est la précarité et la misère qui crée de l'insécurité, c'est pas le caractère migrant ou pas des personnes. Donc il y a une espèce de gradient social dans ce sujet, et donc c'est quelque chose d'assez compliqué et d'assez long à expliquer par rapport dans un débat public ou sur ces news les gens disent n'importe quoi. Donc il y a une complexité à avoir, néanmoins il faut le laisser. Il est spécialiste, il y a beaucoup de chercheurs en migration qui peuvent vous expliquer ce sujet-là. Et à l'inverse, en fait, un schéma pour moi qui est très, très lisible, c'est il y a plus d'immigration, il y a plus de personnes étrangères en France aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il y a une augmentation, on sait le faire et on sait accompagner les personnes. Et sur la même période, en fait, il y a moins d'insécurité. Donc ce schéma-là, il est clair, il faut arriver à l'expliciter, c'est jamais celui-là qu'on présente, on se présente toujours d'autres types d'approches. Mais effectivement, sur le long terme, il y a une décroissance de l'insécurité et il y a une croissance de l'immigration. Donc lier l'immigration à l'insécurité, en fait, c'est pas vrai, c'est faux. Voilà. Et l'autre question, peut-être pour aller un peu plus vite, quel rôle François Dasil joue dans le plaidoyer avec les institutions françaises et européennes pour défendre la politique migratoire plus juste, parce qu'on a parlé tout à l'heure du débat public ici en France, mais aussi au niveau de l'Union européenne? Au niveau de l'Union européenne, on travaille avec ECRE, qui est une association qui regroupe l'ensemble des associations défenseuses des questions migratoires, des politiques migratoires humaines. Donc France Terre d'Asile est adhérent à ECRE et à travers ECRE, on travaille sur toutes les dispositions européennes, toutes les lois et règlements européens qui concernent les questions migratoires. Donc on le fait à travers cet appui-là et ça fonctionne bien. Et en France, notre rôle est effectivement de porter un plaidoyer. Porter un plaidoyer, c'est mettre dans le débat public un peu ce genre de propositions, mais c'est aussi au quotidien discuter avec les préfets, discuter avec l'administration centrale, la Direction générale des étrangers en France, discuter avec les parlementaires. Là, par exemple, il va y avoir une proposition de loi sur la reconnaissance de minorités pour les mineurs non accompagnés qu'on va évidemment appuyer. C'est d'aller voir les parlementaires dans les discussions budgétaires pour leur expliciter le sujet. Donc c'est des choses qui ne se voient pas forcément
très très fortement au grand public, mais c'est notre quotidien de relation avec le gouvernement, les administrations et les parlementaires. Pour donner une question ou bien pour avoir des liens, je dirais, Abdoulaye, comment imaginez-vous l'avenir de France Terre d'Asile dans un contexte où la société civile reste mobilisée pour défendre des valeurs de solidarité, mais aussi avec, si on ne sait jamais, un gouvernement ou un président de l'extrême droite? Avec la régression en fait dans le débat public et qu'il y ait un changement, parce qu'on sait que ça peut changer à tout moment, surtout avec les tendances actuelles. Est-ce que vous avez parlé également de l'Italie où il y a eu un changement? Ici, si cela arrivait en France, c'est évidemment. On voit ce qui se passe aux États-Unis également avec Trump. Bien sûr. Alors, en fait, il y a différentes versions. Une version Trump où effectivement des politiques très actives et violentes sont mises en place contre les personnes migrantes. Il y a un retournement de l'opinion publique qui est en train d'être fait finalement très rapidement aux États-Unis, parce que les gens se rendent compte que c'est leur voisin qui a disparu, parce qu'en fait ce voisin était mexicain, je ne savais même pas. Les filles restent là parce qu'elles sont américaines, mais le voisin est parti, a été emmené par les ICE. C'est des champs qui ne sont pas récoltés, c'est plein de choses qui bougent et qui changent et qui font que l'opinion publique quand même elle se retourne assez vite et que ça ne fonctionne pas. Il y a la version un peu différente en Europe avec un discours assez violent malgré tout vis-à-vis des personnes réfugiées, mais avec un peu moins d'action. Et on parlait de l'Italie tout à l'heure. Il y a certes un discours politique assez affirmé, mais il y a eu des mesures restrictives, etc. Mais néanmoins, il y a la continuité d'une politique publique qui, de toute façon, s'inscrit dans un état de droit, qui s'inscrit dans le cadre de l'Union européenne, qui s'inscrit dans le cadre des conventions de Genève, qui font qu'on a un socle juridique qui est de manière constitutionnelle en France, ça a été constitutionnalisé en France, qui fait qu'il faut quand même aller très fort pour sortir de l'état de droit si on veut rentrer dans des politiques qui seraient totalement abjectes pour les personnes demandeuses d'asile. Donc ils ont des moyens d'agir quand même, budgétaires ou autres, mais nous on pense, on anticipe que ces politiques, en tout cas on se battra pour ça, que ces politiques migratoires continuent à respecter l'état de droit. Et donc l'état de droit, c'est accueillir les personnes demandeuses d'asile et les accompagner vers un statut de réfugié. C'est ça l'état de droit en France, en Europe et pour tous les signataires de la Convention de Genève. Donc il faut absolument qu'on y reste pour pouvoir continuer à faire ce travail honnêtement et correctement. Est-ce que France Terre d'Asile n'est pas fragilisé avec un gouvernement d'extrême droite ou un président d'extrême droite? Déjà, on avait avec la coupe budgétaire, il y a eu des places qui se sont fermées. Ouais. Est-ce qu'avec un gouvernement d'extrême droite, vous ne serez pas encore davantage fragilisé? Évidemment, oui. L'extrême droite au pouvoir n'aura pas une politique qui ira dans le sens dans lequel on souhaiterait qu'elle soit apportée. Et donc, évidemment, ça mettra en fragilité l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'accueil et l'accompagnement des personnes exilées. Donc oui, c'est un des sujets qui est apporté. Moi je pense que ça aura un impact négatif sur la France. Donc il faudra que les Français se posent la question. Avoir une politique restrictive de rejet sur les personnes migrantes, ça aura des conséquences négatives au-delà des personnes. Pour les personnes évidemment, on se bat pour ça. Mais pour la France, c'est vraiment un très mauvais choix qui serait fait. C'est ça qu'on essaye, qu'on va expliquer, qu'on continue à expliciter dans le débat public. Et c'est ça qui fait qu'on pense que vraiment l'extrême droite n'arrivera pas au pouvoir et que même si elle y arrive, il y aura une espèce de socle de résistance qui font que l'accueil et l'accompagnement des personnes exilées, par exemple, continuera à faire partie de la fierté, de la normalité en France. On a signé les conventions de Genève pour des bonnes raisons. Et on va continuer à faire en sorte que le droit d'asile s'applique par exemple. Et pour terminer, quelles sont vos priorités en 2026 alors que les crises climatiques et géopolitiques et économiques
sont en train également d'alimenter le flux migratoire. On sait qu'il y a des venues à tout moment avec ces dérèglements climatiques. Si Samia n'a pas une autre question, ce sera la dernière. Ok. Nos priorités, elles sont d'abord d'exercer notre métier au quotidien. Nos 1500 salariés, ils travaillent au quotidien effectivement avec les personnes qui arrivent. Donc ça c'est le métier du quotidien et c'est nos priorités. Et effectivement en fonction des arrivées, il y a peut-être parfois plus, parfois moins, parfois différemment, de différents pays, etc. en fonction des crises. Et ça c'est vraiment nos priorités du quotidien. On a des priorités ensuite effectivement un peu plus stratégiques, c'est-à-dire on réfléchit cette année à France Terre d'Asile en 2030 sera comment. Donc comment on fait évoluer globalement France Terre d'Asile. Est-ce que France Terre d'Asile reste sur ce qu'il sait faire? Est-ce qu'il se déploie dans d'autres territoires? Est-ce que France Terre d'Asile va plus loin? Donc ça c'est des questions qui vont faire l'objet d'une réflexion en 2026. Et puis effectivement en 2026 il va y avoir des enjeux, on va continuer les enjeux de sensibilisation